Leaders. C'est chez Trifa, vous êtes expert statisticien, ancien directeur général à l'INS, et vous avez connu de très près Saab Salem Kamoun. Comment vous l'avez connu? Saab Salem Kamoun, je l'ai connu superficiellement, tout d'abord, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On était, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la même classe primaire, dans une école franco-arabe, à Sfax, de Piqueville, pour être plus précis. Oui. On s'est séparés, après on s'est séparés, moi j'ai été à Sadiki, Oui. donc lui il est resté à Sfax. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que je suis resté en contact avec les étudiants de Sfax de ma génération, les élèves de Sfax, au cours de mon secondaire, et on était à Dar al-Thaqafa, créé par le duo, d'après ma connaissance, Allah yarhamam, c'est Ali Fandri et Si Hassan al-Muzani. Absolument. Entre autres. Absolument. Absolument. Et c'était pour moi une occasion de me remettre un peu en contact avec les jeunes de ma génération. Puis on s'est rencontrés avec Cécile et moi-même, on s'est rencontrés à l'enseignement supérieur, à l'Institut des hautes études. Exactement. C'était le noyau de l'université tunisienne. Oui, c'était la cellule à ce moment-là. Oui. Il y avait 1400 étudiants. Oui. En bas, on a eu l'occasion. Puis il y avait, alors, puis il y avait au service tunisien des statistiques, comme on l'appelait à l'époque, Oui. il y avait un certain monsieur Lipidi. Oui. Lipidi a été nommé pour aller au charbonnage de France. Oui. Mais avant son départ, il avait demandé à ce qu'on forme un noyau un noyau d'étudiants pour aller à l'école de la statistique de Paris. L'Ensei. Et on avait retenu des candidats de l'Institut qui ont été soumis à un stage en été. Vous avez passé un concours? On avait passé un concours et les épreuves ont été envoyées pour adoption, pour accord avec le directeur de l'école à l'époque, M. Maurice. À Paris? À Paris. La correction s'est faite à Paris? Et la correction s'est faite à Paris, Oui. au Sahel, où on était à peu près 7 à aller en Tunisie, en France. Sur une promotion de combien? Sur une promotion de, à peu près, on était 16 ou 18. Donc une promotion tunisienne? Oui, c'est la promotion des Oui. Tunisiens. Et c'était marquant. Et qui étaient les 7 Tunisiens? Tout d'abord, je vais les nommer. C'est Sadr Bahroun, Oui. Slim Kamoun, Oui. c'est Mousfa Kanoun, c'est Hsine Zghal, c'est Mousfa Jamali, c'est Hassan Banour, Allah yarhamam. Donc Voilà. c'est Voilà. Hassan Ben Amour qui est allé par la suite à l'UNESCO. À l'UNESCO. Si Sadr Bahroun, qui Il était est- déjà inscrit à HEC Paris. En même temps aussi, même temps. c'est un centre pour la planification Qualification. auquel il était affecté en même temps. Donc, d'ailleurs, il est sorti comme promotion de notre promotion, major. C'était en 1956. Et oui, c'était en 1958, au 58. Jana, au Tranal Toulouse. Alors ça fait plus de 62 ans que vous vous êtes connus, Saab Salem Kamoun et vous-même, et traversé ensemble toute cette période-là. Et à ce moment-là, j'étais tout le temps avec Saab Salem Kamoun. Tout le temps, vous avez vécu ensemble à Paris dans le même, On la même est- résidence? On habitait à Paris, mais je me rendais chez lui tous les soirs, parce qu'il habitait une pôle indépendante, alors que moi j'habitais chez une famille française à Paris. Vous étiez où, dans quel quartier à Paris?
une fois à la rue Saint-Sulpice et après à la rue Saint-Honoré. Waouh, la rue du Faubourg Saint-Honoré, là où il y a l'Élysée. Là où il y a, non, pas jusqu'à l'Élysée, mais pas loin de la rue des Pyramides où se trouve dans le quartier. La rue des Pyramides, oui, à côté des Tuileries. Et la rue des Pyramides, ça, où il y avait la représentation tunisienne. Oui. C'était ça, le noyau d'ambassade. C'était l'ambassade de l'aide consulaire. Consulat général. Et Cécile, il habitait à la rue, à la station, ici, les Burlino, et j'allais tous les soirs travailler, on travaillait ensemble chez lui. Réviser ensemble. Comme il avait une pure indépendante, on était libre, plus libre que chez moi. Et quel était son caractère? Comment il était Ah, monsieur Camon, c'est un monsieur, comment dirais-je, gentil, pas un mot déplacé, affable. Mais sa présence était très sincère et accueillante. Il y a toujours un petit mot pour rigoler un tout petit peu. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Vous êtes rentrés en Tunisie ensemble, chacun a été affecté à une activité de statistique au sein du ministère du Plan. Oui. Ensemble. Il s'occupait du problème agricole, tout ce qui est agriculture. Et il avait commencé son travail par l'organisation de ce qu'on appelle la structure agricole ou agraire dans le Gabon, Tunis et Bizerte. Et c'était un exemple. Excellent. On a voulu. La première enquête agricole qui a été adoptée même par la FAO. Oui, par la FAO. Et ça se passait dans les années 60. Et même, on a voulu, au niveau gouvernement, généraliser l'opération sur l'ensemble du pays. Mais je crois que devant le coût de l'opération, on n'a pas pu y arriver. C'est pas facile parce qu'il y avait un morcellement. Il y a le problème de travail qui ne travaillent pas. Parce que l'enquête du Gabon et Tunis, c'est fait par sondage. Oui. Et vous êtes intéressé dès le départ à la démographie. D'ailleurs, ça a été presque organisé comme ça. C'était le hasard ou c'était le hasard? Par exemple, moi, j'ai fait mon stage à l'INET, à l'Institut national de la démographie. À Paris. À Paris. Oui. Et vous avez travaillé ensemble jusqu'à la retraite. Ah oui, je suis resté jusqu'à la statistique, jusqu'à la retraite. Donc, c'était d'abord au ministère du Plan, et des Finances, de l'Économie, tout ça. Et puis, vous êtes allé à l'Institut, quand l'Institut a pris forme. Quand il a pris forme, vers la fin, vers le début des années 70, on a créé l'Institut, puis il a eu le caractère commercial et industriel pour mieux gérer les enquêtes et le financement des enquêtes. Pendant 14 ans, Absem Kamoun était directeur général de l'Institut, et vous étiez son premier adjoint. Oui. Bon. D'abord, chacun avait sa spécialité, mais dans une complémentarité. Absolument. Tout le travail de la statistique, c'est une complémentarité pour couvrir les différents aspects et tous les domaines de la vie économique et politique du pays. Donc il y avait un groupe population, démographie. Population et tout ce qu'on s'ensuit, scolarisation, santé, etc. Bien sûr, un groupe ménage. Consommation. Surtout consommation. C'est ça. Parce que l'équipement, évidemment, c'est dans la démographie. Consommation, nutrition, budget. Surtout budget, consommation, nutrition. Il y a les trois thèmes à observer par les enquêtes auprès des ménages. L'enquête emploi? Elle est venue après. Elle a remplacé ce qu'on a appelé, ce que j'ai fait, c'est le mini-recensement. Un mini-recensement, c'est un recensement intermédiaire entre deux grandes opérations de recensement. Et puis ce mini-recensement a été par la suite transformé en une enquête annuelle
à la fois sur la population et sur l'emploi. On va rester dans les années, les premières années d'indépendance, 1960-1970. Il y avait de grands ministres, Ahmed Ben Salah. Ils acceptaient vos statistiques, et Bourguiba acceptait vos statistiques. Ils les reconnaissaient, ils les adoptaient. Scientifiquement, oui. Scientifiquement, oui, mais politiquement, évidemment. Il se fait que, en 1966, pour cette période, j'avais fait le recensement de 66, mon premier recensement. Et j'avais étudié recensement de la population. De population, ménage et logement et population. Oui. Logement, ménage et population. Logement, ça veut dire que c'est une résidence là où des gens habitent. Et dans et une même maison, il peut y avoir 2-3 familles ménages. C'est ça la différence. Voilà. Oui. Et le ménage, c'est des gens qui vivent ensemble. Dans une même maison. La même popote, la même bouffe. C'est et à l'époque, est-ce qu'il y avait à l'époque des musulmans, des chrétiens, des juifs qui vivaient dans une même maison? En 66, la population étrangère était réduite. A été très réduite, avec l'association des terres agricoles et puis la guerre de... Sauf à Annabelle où il y avait parfois des familles juives et tunisiennes qui vivent dans une même maison. Avant, oui. Il y avait plusieurs, d'après nos connaissances, il y avait des familles musulmanes et israéliennes, pas israéliennes, israélites qui vivaient dans le même logement, en voisin. Très bien. Et donc, vous avez essayé de doter les décisionnaires politiques, les ministres, les planificateurs, de données statistiques fiables. Absolument. C'était ça. Un recensement, normalement, ne peut pas admettre un recensement avec plus de 2, ou maximum 2 ou 3% de marge d'erreur. D'observation, d'erreur. Et vous avez su, par des méthodes scientifiques avancées, aboutir à des projections utiles. Ah oui. Qui sont confirmées. Ça nous a permis de faire des projections de population. Ce qui nous permet, c'est les données qu'il faut, c'est une bonne structure, une bonne donnée sur la population par âge et sexe, et des données sur la mortalité. Absolument. Et sur l'évolution de la fécondité. Ce sont des facteurs qui interviennent. Pour déterminer les besoins, par exemple, en école primaire, lycée, tout ça, les besoins en hôpitaux, les besoins... À plus ou moins long terme. À long terme, oui. Selon les tendances des indicateurs de croissance de population, c'est-à-dire comment évolue la fécondité et la mortalité. Extraordinaire. Et donc, ces méthodes ont été, par la suite, de plus en plus adoptées par plusieurs pays, par les Nations Unies, par la FAO, toutes ces méthodes. Oui, ce sont des méthodes qui sont préconisées elles-mêmes par les Nations Unies. Oui. Mais vous avez développé quand même des techniques? Le prédénombrement, par exemple. On a fait des projections de population. Dans le cadre de la préparation du plan, on donne une projection à plus ou moins long terme. Par exemple, c'est au moins 10 ans. On peut faire des projections au moins 10 ans et peut-être même davantage. Dans les enquêtes consommation, sur la consommation des ménages, pour établir l'indice des prix, pour avoir un peu le budget des ménages, vous avez introduit beaucoup de nouveautés? Non, parce que la nouveauté, c'est le changement des structures qu'il faut observer. Comment évolue la structure des dépenses. Parce que les enquêtes budget vont servir pour l'établissement des structures de dépenses des ménages selon le niveau pour les classes prolétaires, pour les classes moyennes ou les aisées, et les différentes les dépenses selon la nature du produit. Donc, et ces données vont servir de base pour l'établissement de ce qu'on appelle l'indice du coût de la vie pour une catégorie de population donnée. Il y a l'indice des prix selon le panier d'un ménagère. Bien, selon le panier, mais il y a un indice pour une population. On prend en général la classe moyenne. Et c'est important parce que vous calculez cet indice-là pour les négociations sociales, salariales. Bien sûr.
pour aussi fixer un peu la croissance, pour la maîtrise de l'inflation, pour la maîtrise des prix. C'est l'usage que l'on fait de l'évolution de l'indice. Vous fournissez les données traitées fiables. Est-ce que les politiques, Premier ministre, vous avez quand même des clients comme Hedi Nouira, comme Ahmed Ben Salah, comme Mansour Ma'ala, est-ce qu'ils acceptaient vos statistiques? Je crois, nous essayons de donner des chiffres fiables. Et jamais vous n'acceptez de changer les chiffres, de maquiller? Ah non, non, on ne change pas. Jamais. Si on a un chiffre, on l'adopte. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec Abstem Kamoun, vous-même et vos équipes, vous avez d'une part fait installer, évoluer un instrument statistique fiable et d'autre part défendu votre indépendance et défendu vos résultats? Je ne sais pas si vous faites allusion à ce qui s'est passé en 1966. Quand on a donné les résultats du recensement de 1966, le recensement donnait 4 500 000. 4 533 000, je donne le chiffre. Et j'avais communiqué à M. Ben Salah, notre ministre du Plan et Finances à l'époque, Rabito El-Fiamourou. Et une semaine après, le président Bourguiba il fait une déclaration. Il avait l'habitude de faire des déclarations khitables tous les jeudis. Et il a, à ce moment-là, eu connaissance des résultats du recensement. Il se fait qu'à cette époque-là, l'Algérie avait publié, et la presse, le journal La Presse, a donné écho de ce résultat. Elle a donné le résultat du recensement réalisé en Algérie, et qui montrait que la population algérienne était de 13 millions et quelques. Le grand Bourguiba ne veut pas accepter un tout petit pays tunisien. Ouais, alors il a fait Vous n'avez pas donné le bon chiffre à Bourguiba. Et lui, il s'est donné le chiffre de 10 millions. Ce qui m'a... Un chiffre politique, et non pas statistique. À ce moment-là, il faut croire que c'est comme si finalement le recensement de 66 a été fait avec 50% de missions, 50% de missions ou même davantage. Oui. Peut-être entre 50 et 60. À ce moment-là, j'ai, en ma façon, je n'ai pas accepté ce chiffre de 10 millions. Vous avez réagi? Même en comparant par rapport à la population de 1956. Il y a eu en 1956 un recensement antérieur qui donnait pour la Tunisie 3 400 000, 440 000, je crois même, oui, des Tunisiens musulmans. Oui. Et bon, le reste, c'est les 3 780 000, chiffre total de la Tunisie en 1956. Il y avait les Français, 200 000 et quelques. 200 000, après, Bourguiba, il s'est ravisé, il s'est ravisé. Votre protestation, il a la semaine d'après. La semaine suivante, il avait annoncé la population, a ramené la population. Mais après, à 6 millions. Si un ministre ou un premier ministre vous demande de changer un chiffre, impossible. Et ça a refusé? Aucun cadre de l'INS ne peut se permettre de changer un chiffre qu'il avait établi. Et c'est Abstem défendait âprement cette indépendance? Absolument. Tel que pour l'indice du coût de la vie. Et qu'est-ce qu'il répondait quand on lui pose c'est Abstem changement ce chiffre? Qu'est-ce qu'il disait? Il avait une phrase célèbre qu'il répétait en arabe. Il avait répliqué à Kalamsi, Hedi Nouira, en lui disant, si vous voulez enlever l'observation, la prise en compte de l'évolution des prix, du vin, de l'alcool, du tabac, du café, etc., vous allez baiser votre thermomètre. Et à ce moment-là, votre thermomètre ne va plus servir à vous donner le degré de température. Et Zéled était convaincu, il a respecté. Oui. Mais il avait, c'est Abstem, un mot qu'il répétait toujours, lorsqu'on lui demande quelque chose qu'il ne veut pas faire, ou qu'il ne veut pas donner, ou qu'il ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'il disait en arabe?
كي تقول له سي عبد بلي ياكل حاجه فلانيه شنو يقول لك باش يقول لك ياكل؟ ربي ما يحبش. C'était son mot pour faire une réplique pour dire qu'il n'est pas tellement d'accord avec ce qu'on lui propose. ربي ما يحبش. ربي ما يحبش. بويا ما يحبش. بويا ما يحبش. بويا ما يحبش. على السفاكسية. Oui, Beau, c'est Hassuna Kamoun, qui est une grande personnalité, et il le disait avec beaucoup d'humour. Bouya Mehabish. Bouya Mehabish. Alors, pour dire Bouya Mehabish, c'est-à-dire qu'il n'est pas tellement d'accord avec la proposition, quelle qu'elle soit. Il était très rigoureux dans son travail, mais courtois, avec beaucoup d'humour, toujours eu d'humour. Ah oui. Jamais de problème, jamais de froid, jamais de... قعدته حلوه قعدته حلوه قعدته حلوه سلومه الناس كل سليم سليم حلوه extraordinaire. Et vous avez bâti quand même un instrument fiable, reconnu, respecté. Et vous avez été, le système a été expert un peu partout. Et il a présidé la Commission des Nations Unies statistiques, expert au Liban, en Égypte, au Maroc, partout. Et vous aussi, vous avez été expert dans plusieurs pays. J'ai fait appel un mois pour certaines actions. Maintenant, le jugement sera donné par la population et non pas par les cadres de l'INS eux-mêmes. On ne peut pas être à la fois juge et parti. Vous étiez fier quand vous allez par exemple aux Émirats arabes pour les aider à monter le recensement, de les voir déjà adopter votre méthode? Oui, j'ai eu l'occasion de voir que on m'a dit on a adopté la méthode tunisienne pour le recensement, c'est-à-dire le problème, parce que le problème du recensement tunisien, oui. Dans ce recensement, la méthode, on fait 2 tournées pour couvrir le pays, 2 fois. Oui. On appelle ça, la première opération, c'est le pré-dénombrement pour permettre... Dénombrement. Ça veut dire que vous prenez un panel où vous travaillez sur un lot, un échantillon. On veut découper le pays en morceaux, oui. Selon qu'on soit en milieu communal ou en milieu rural, avec le principe que le recensement ne peut pas durer plus de 15 jours. Donc, quel est le travail, quel est le nombre de ménages que l'on peut attribuer à un agent qui travaille en milieu urbain ou en milieu rural pendant 15 jours pour faire le recensement. Donc nous avons pris la décision d'affecter en milieu urbain un espace comptant à peu près 200 ménages en milieu urbain et à peu près 120 ménages en milieu rural. Et vous faites ça. Maintenant, est-ce que la statistique est une science et une technique, d'abord, essentiellement, ou une éthique et une indépendance d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important? Ou les deux? Science ou éthique? Ou les deux? Il y a une science. Il y a une science. Et qui a ses règles. Qui a ses règles. Il faut de l'indépendance, de l'éthique. Oui. Absolument. Et si Abstem était un homme d'éthique et de science? Ah oui, M. Abstem. Il l'a montré même en étant directeur de l'INS. Oui, il a obtenu beaucoup plus d'attributions à l'Institut, oui. Il a défendu l'indépendance, il a donné plus de moyens. Un recensement, c'est quand même 10 000, 15 000 personnes. Hein? 15 000. 15 000, un recensement. À peu près. Grosse opération. Oui, oui. Mais une grosse opération, avec un budget. Et vous demandez aux enquêteurs d'être précis. Ils sont soumis à des formations et à des contrôles. Et déjà, le travail est déjà préparé par le pré-dénombrement. Oui. L'itinéraire qu'on va lui donner est déjà tracé. Il y a un plan, il a un circuit à respecter, maison par maison. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à l'INS? On continue normalement, il n'y a pas de raison pour que ça change. Vous avez laissé de bonnes empreintes, de bonnes méthodes, de bonnes équipes. Certainement. Et vous avez confiance en l'INS? Bien sûr, toujours. Merci beaucoup.